Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous avez aussi co-dirigé Le Monde ne sera plus comme avant, c'est le moins qu'on puisse dire, aux éditions Les Liens qui libèrent, on va le voir. Les relations internationales se cachent parfois dans des secteurs insoupçonnables, Bertrand Badi. On le voit avec une application, TikTok, qui est une application de partage de vidéos chinoise, très populaire chez les adolescents et désormais très populaire dans toutes les capitales qui prennent des mesures. La France réfléchit à une interdiction sur les téléphones de ses fonctionnaires, le Parlement européen, la Commission européenne font la même chose, les États-Unis ont demandé aux agences fédérales de se pencher sur le sujet, peut-être même d'interdire totalement l'application. Bref, tout le monde craint une forme d'espionnage de la Chine. Qu'est-ce que ça nous dit? La Chine doit-elle nous faire si peur? Alors d'abord, c'est pas propre à la Chine. C'est effectivement l'image d'une montée en puissance de la Chine, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qui est devenue réellement une puissance mondiale, et peut-être plus que ça, on aura l'occasion d'en débattre. C'est une puissance d'espionnage, si on écoute les Occidentaux, quand on voit ces réactions. Oui, mais ça, c'est une tautologie. Toute puissance est espionne. Et simplement, les méthodes de l'espionnage changent avec les progrès de la technologie. Mais ça veut dire qu'il y a une fébrilité de notre part face à cette Chine. Vous dites, ça fait partie des relations internationales classiques, ce jeu d'espionnage. Sauf que là, on réagit, voire on surréagit. Oui, parce que la forme est tellement nouvelle qu'elle engendre l'incertitude, et l'incertitude engendre la peur. C'est-à-dire que l'on sait qu'il y a un nouveau positionnement des États, et pas seulement des États, d'ailleurs dans le jeu mondial, de quantité aussi de grands acteurs. Regardez Elon Musk et ses fonctions dans le renseignement satellitaire en Ukraine. Donc, face à toutes ces révolutions, on sait qu'il y a des paramètres nouveaux, mais on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, et on ne sait pas comment les gérer. Ça, c'est autant d'éléments qui, d'un point de vue concret et immédiat, impliquent de la part des États qu'ils renouvellent et qu'ils renforcent leurs services de renseignement. La guerre sera de plus en plus, la conflictualité sera de plus en plus une conflictualité de l'information. C'est quelque chose d'extrêmement sensible, ce qui montre que nous entrons dans un monde où les relations internationales sont de plus en plus dépendantes des comportements sociaux, de moins en moins des stratégies et de plus en plus des comportements sociaux. La stratégie d'un État est toujours adaptable à celle que lui oppose un autre État. La stratégie de modification et de transformation des comportements sociaux, c'est-à-dire du comportement de 8 milliards d'individus, c'est beaucoup plus difficile à gérer, et c'est ça l'enjeu actuel. Vous le soulignez à l'instant, ça intervient dans un contexte qui n'est pas anodin. La Chine, elle est au cœur de l'attention pour plusieurs raisons. Parce que les États-Unis l'accusent de vouloir livrer des armes à la Russie, ce que Pékin dément et continue de démentir, et aussi parce que la Chine a esquissé ce qui pouvait être un début de discussion sur une solution de paix. Que veut vraiment la Chine? La Chine veut-elle sincèrement être demain le médiateur dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Alors, la Chine, elle veut d'abord pour elle-même. Et pour elle-même, ça veut dire, dans la culture chinoise, la revanche par rapport à 2 siècles d'humiliation, c'est-à-dire avoir un statut. Vous savez, la quête du statut... Humiliation, vous entendez quoi? Ça a été... le 19e siècle et la guerre d'opium, je ne vais pas faire une leçon d'histoire là-dessus, mais vous vous souvenez à quel point les puissances occidentales marginalisaient, instrumentalisaient, méprisaient la Chine. C'est resté très profondément ancré dans les mémoires chinoises. L'idée que le centre du monde, c'était l'Europe et les États-Unis. Exactement. Et le grand défi actuellement, c'est pour la Chine de rentrer dans le monde. Ou peut-être d'entrer, parce que c'est entrer dans une mondialisation unifiée, inclusive, intégrante, qui n'existait pas auparavant. Et là, de ce point de vue, le conflit russo-ukrainien, en même temps, la dérange et peut l'arranger, avec quelques guillemets. La dérange. Pourquoi? Parce que, effectivement, si ce conflit vient à s'aggraver, c'est tout l'équilibre du système international, système économique, système politique, système institutionnel, qui risque d'être mis en péril. La Chine, pour sa croissance, a besoin d'un système international qui fonctionne. Donc, effectivement, elle a nécessairement son mot à dire dans la gestion, j'ose pas dire le règlement, mais dans la gestion de ce conflit. Mais vous disiez à l'instant, les États-Unis, eux,
qui sont aussi en guerre, je mets des guillemets, commerciale avec la Chine. Et puis il y a une guerre même presque d'influence territoriale. On parle souvent du Pacifique et c'est un élément majeur. Peuvent-ils accepter que la Chine prenne une telle place? Ils sont dans autre chose. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il est au G20 là, des ministres des Affaires étrangères. Il dit pas de rencontre avec l'homologue russe, bon, mais pas de rencontre non plus avec l'homologue chinois. Il y a quelques heures, les États-Unis approuvent une vente d'armes à Taïwan pour plusieurs centaines de millions d'euros. De là à imaginer qu'ils soient main dans la main demain pour régler le conflit russo-ukrainien? Je crois que la réalité est infiniment plus complexe. Elle est presque équivoque à chaque niveau. Il y a une guerre commerciale formidable entre la Chine et les États-Unis, mais il y avait l'an dernier 700 milliards d'échanges de dollars, 700 milliards de dollars d'échanges entre la Chine et les États-Unis. Il y a une concurrence, mais il y a quand même des liens. C'est-à-dire ce qu'on appelle une guerre commerciale, c'est un échange qui s'accroît, mais dont on veut rééquilibrer les termes. C'est pas vraiment une guerre. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup ce terme de guerre commerciale parce que ce n'est pas de la confrontation, c'est en même temps de l'échange intensifié. Vous diriez quoi? C'est une compétition économique? C'est une concurrence? C'est une compétition, c'est une concurrence, mais la concurrence dans un monde intégré, c'est être dépendant de paramètres identiques. Donc, il y a des moments de convergence inévitables. Ça n'a rien à voir avec la guerre au sens clausewitzien du terme. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, être en situation de compétition commerciale implique effectivement un repositionnement sur le plan politique. Ce n'est pas commode non plus. On est dans un temps, celui de la mondialisation, où l'exercice de l'hégémonie pure et simple n'est plus aussi facile. Pourquoi? Parce que nous sommes en mondialisation, donc en interdépendance. Et si on est dans une logique d'interdépendance, M. de la Palisse m'aurait précédé, ça veut dire que personne ne peut prévaloir sur l'autre. Pour un pays qui a une tradition impériale et qui a même une tradition messianique, s'adapter à cela est d'autant plus difficile que les États-Unis considèrent qu'ils ont un peu inventé cette mondialisation. Donc tout ceci est à refaire. Et puis après, il y a effectivement le dossier ukrainien. Et là, les États-Unis ont légitimement peur de voir la Chine intervenir aux côtés de la Russie, d'où ces phrases probablement dissuasives. Attention, vous allez livrer des armes. Mais non, il n'est pas question que je livre des armes. Mais plus je dirai attention, plus je pense que mon adversaire fera attention. Ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est que tout le monde voit que la manière dont se construit jour après jour le conflit ukrainien, il n'a pas de solution interne. Je veux dire, il n'y a pas de solution par une transaction surtout territoriale entre les deux belligérants et Poutine. On n'y pense pas, c'est impossible. Donc, il faut trouver une formule de régulation qui soit plus ample et qui implique forcément un acteur extérieur. Et qui implique je dirais, c'est-à-dire, il y a la Chine, on en parle beaucoup en ce moment, du fait notamment de ce fameux plan chinois, mais il y a aussi derrière la porte tout un tas de candidats à cela. Alors, la Turquie avait tenté, mais... La Turquie a réussi des petits morceaux quand même. Rappelez-vous l'accord sur les livraisons de céréales. Il y a l'Inde et tout ce bloc indien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aux Nations Unies, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh ont voté de la même façon, c'est-à-dire se sont abstenus. Et puis, il y a aussi l'Union africaine, qui représente à terme 40% de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire quoi, cela? Mais ça veut dire, quand vous parliez tout à l'heure d'un monde qui n'est plus comme avant, une transformation gigantesque. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Europe montre qu'elle n'est pas capable de résoudre un conflit qui lui est propre, et peut-être pour la première fois, ce seront des États extra-européens qui remettront de l'ordre dans les affaires européennes. On n'en est pas là. Mais c'est une piste qui, pour la première fois, est éclairée. Vous savez, avant qu'un avion ne décolle, on voit les pistes s'éclairer. Celle-ci est en train de s'éclairer. C'est le début mais c'est le début de quelque chose d'absolument révolutionnaire. Mais est-ce que dans les pays que vous venez de lister, il y en a dont on peut déjà dire, oui, ils ont une influence suffisante sur la Russie en particulier, qui est l'agresseur. On dit souvent, la Chine
est attentive à ses relations avec la Russie, elle est restée à une distance pas trop éloignée, pas trop proche. On cite souvent sur nos plateaux Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre par exemple, qui dit la Chine est sans doute le seul pays qui peut avoir une influence sur Poutine. Il y a aussi des journalistes, des éditorialistes. Dans le Figaro, Renaud Girard cette semaine disait seul Xi Jinping peut le faire. On peut multiplier les exemples comme ça. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que la Chine ou les pays que vous venez de citer peuvent à terme tordre le bras à Poutine? Alors, premièrement, vous avez raison. Agir dans ce conflit, vous voyez, je dis même pas être médiateur, on n'en est pas là. Agir dans ce conflit, c'est agir en dissuadant l'agresseur. C'est ça, effectivement. Agir en disant à Zelensky, accepte, ça ne marchera pas, et heureusement que ça ne marchera pas. Donc là, l'axe pour faire évoluer les choses, c'est dissuader Poutine de continuer sa pression et lui offrir les moyens de dire « j'ai pas tout perdu ». En gros, c'est ça le schéma. Seuls des États plus proches de la Russie que du monde occidental peuvent parvenir à cette fin. Je ne vois pas, je nommerai pas un État, je ne vois pas la Norvège convaincre Poutine d'agir de la sorte. Deuxièmement, et c'est ça qui est intéressant, la pression ne peut être que systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part qu'elle doit se faire en concert avec d'autres. Le format G20 est intéressant de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est au G20 de Bali, rappelez-vous l'an dernier, que le premier texte avait été publié. Deuxièmement, elle ne peut se faire que par un ensemble de dissuasions. Alors, côté chinois, la dissuasion économique est très importante, puisque la Chine n'est pas le cordon ombilical militaire de la Russie, mais son cordon ombilical sur le plan économique. L'Inde a des ressources diplomatiques. C'est un pays qui appartient au Commonwealth, il ne faut pas l'oublier, qui est quand même très lié avec beaucoup de structures occidentales, et donc qui a des ressources diplomatiques. L'Afrique, elle a des ressources humaines, et elle a surtout des ressources par rapport à l'agenda social tel qu'il se présente aujourd'hui à travers la crise alimentaire et la crise énergétique, en disant, attendez, c'est nous qui allons être les principales victimes et qui allons détériorer les grands équilibres sociaux qui permettent à la planète de fonctionner. L'ensemble de ces pressions peuvent conduire à, je dirais, non pas une négociation, car je dirais que même ce n'est plus possible, mais à ce que j'appellerais une conférence de régulation qui pourrait se faire à la faveur d'un cessez-le-feu suspensif, c'est-à-dire on suspend les hostilités 3 mois et on discute pendant ces 3 mois autour de 2 pôles. Le pôle du droit international, qui est favorable bien entendu à l'Ukraine, c'est-à-dire le respect des frontières et de l'intégrité territoriale, et le pôle de la sécurité collective, redéfinir après la chute du mur, ce qu'on n'a jamais fait, les conditions d'une sécurité globale. Bertrand Badi, là on a évoqué, vous l'avez souligné, que les intermédiaires, entre guillemets, pouvaient être en dehors de l'Europe. Revenons un instant à nous et à l'initiative qu'a tenté de porter le président Macron depuis le début, en disant il ne faut pas écraser la Russie, par exemple, en maintenant une forme de dialogue avec les deux parties. Est-ce que tout cela vous paraît vain? Est-ce que nous sommes désormais trop petits pour pouvoir nous peser dans ce conflit? Alors, vous savez, c'est le grand débat sur la France qui doit être une puissance modeste pour être une puissance efficace. C'est ce que d'ailleurs le ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, M. Westerwelle, avait écrit. Pour pouvoir gagner dans le monde actuel, il faut une diplomatie modeste. Pourquoi? Parce que le monde est systémique, ce n'est plus un monde de rapport de puissance, c'est un monde de système global. Et c'est vrai que la France, si elle joue seule, a peu de chances de se faire entendre. Et puis, la France est quand même perçu comme étant membre de l'OTAN, donc qui ne peut pas être ce point d'équilibre. Il ne peut pas être une place singulière. Absolument. Là où le président Macron peut jouer un rôle essentiel, c'est véritablement d'être l'intermédiaire entre ces puissances tiers qui rééquilibreraient ainsi la face du monde et le monde occidental. C'est-à-dire l'émissaire du monde occidental auprès de la Chine, où il doit se rendre au début du mois d'avril,
pour voir dans quelles conditions le monde occidental accepterait de se prêter à cette régulation. Ça, c'est une vraie médiation. C'est pas une médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est, je dirais, une vraie médiation entre le camp occidental et ce tiers parti qui peut entrer dans le jeu et apporter une solution. La réalité de notre puissance française, est-ce que c'est aussi ce qu'on est en train de réaliser en Afrique? Le président y est, il est depuis hier soir pour une tournée dans 4 pays, le Gabon pour commencer. En début de semaine, il a tenu un discours pour présenter sa politique africaine. Pour synthétiser de manière un peu simple, il a dit qu'il y aura moins de militaires français et davantage de compétition pour nos entreprises. Est-ce que c'est pas en réalité l'aveu d'échec face à la puissance prise par la Russie, par la Chine, par d'autres acteurs désormais qu'on vient de décrire? Alors, vous avez raison d'évoquer cet aspect compétitif, mais il se trouve, moi, que je vais beaucoup en Afrique en ce moment, par passion et par raison, parce que je pense qu'un internationaliste doit d'abord regarder l'Afrique, 40% de l'humanité, comme je disais tout à l'heure, à la fin de ce siècle. Et je dirais que nos amis africains, mes collègues africains, notamment les jeunes intellectuels, il y a une vraie classe de jeunes intellectuels africains, ne posent pas le problème dans ces termes. Le problème pour eux, c'est pas une compétition entre la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, même si cette compétition, encore une fois, est réelle. Le problème, c'est l'entrée de l'Afrique dans la mondialisation. Et l'entrée de l'Afrique dans la mondialisation, c'est la neutralisation de tous les paramètres antérieurs à la mondialisation. C'est-à-dire le modèle colonial, postcolonial, ou néocolonial, n'est plus adapté à un jeu d'interdépendance généralisée. Et l'Afrique a des ressources dont nous avons tous besoin, et donc a quelque chose à dire et à faire dans la mondialisation. Et il faut partir de là, c'est-à-dire non pas comment modifier, actualiser la francité de l'Afrique ou l'africanité de la France, comme disait le président de la République, mais comment créer un vrai partenariat avec l'Afrique. Donc on n'y est pas aujourd'hui. Mais on n'y est pas du tout. Et moi, ce qui m'a déçu dans ce discours et qui m'a inquiété, c'est, oui, il y a des bases militaires, il y en aura moins, elles seront co-gérées, etc. Mais il n'était pas question de dire, il n'y aura plus de bases militaires. Or, c'est ça qu'attendent les Africains. Les Africains ne sont pas francophobes, sauf une toute petite minorité manipulée. Ils sont simplement dans une attente de produire leur modèle, leur positionnement, sans qu'on les conseille. Et il y a eu quand même ce demi-raté sur le plan militaire et cet autre raté sur le plan monétaire. C'est-à-dire on attendait beaucoup que le président de la République française se prononce sur le franc CFA et la fin du franc CFA. Il n'en a pas été question. Et il a évoqué le sujet, mais effectivement sans annonce aujourd'hui. Voilà. Or, l'annonce, ça ne sert plus à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est les faits, c'est la pratique, c'est le rapport avec ces gouvernements, qui sont d'étranges gouvernements, souvent en Afrique, et qui sont plus tournés peut-être sur la volonté de maintenir une coopération à l'ancienne, formellement renouvelée, mais pas sur le fond, que de faire le saut qualitatif d'entrer dans ce nouveau monde. Certains putschistes et certains défaillants, comme disait Emmanuel Macron en parlant des pays où Wagner a pris une influence. Je voudrais juste qu'on évoque, Bertrand Badi, un autre sujet. Dans l'actualité internationale, il y a les inquiétudes autour de l'Iran, puisque l'Agence internationale de l'énergie atomique a retrouvé des particules d'uranium enrichi qui pourraient, d'ici quelques temps, permettre de produire une bombe atomique. J'emploie le conditionnel parce qu'il reste beaucoup d'étapes en réalité pour y parvenir. Mais ça suscite une inquiétude de la communauté internationale. L'Iran, on l'a vu, a livré des drones à la Russie dans le conflit russo-ukrainien. À l'inverse, la Russie, si on en croit les Américains, propose d'aider les Iraniens sur leur programme de missiles, leurs avions de combat. En miroir de ça, l'Arabie Saoudite a formellement expliqué qu'elle soutenait l'Ukraine. On voit que ce conflit russo-ukrainien, il déborde dans les frontières et que là, on revient dans une logique de bloc. Y a-t-il aujourd'hui, pour reposer la question aussi simplement que possible, un bloc Russie-Iran qui ferait face à un bloc États-Unis-Arabie ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je crois que les relations internationales aujourd'hui ne s'écrivent plus en termes de bloc ou de géopolitique, mais au contraire en termes de fluidité. Donc à la carte, en fait. Oui, moi j'appelais ça, de manière peut-être un peu osée, l'union libre diplomatique qui remplace le mariage institutionnalisé. Vous avez signalé les prises de position de l'Arabie Saoudite sur l'Ukraine, mais je pourrais vous rétorquer avec quantité de prises de position de l'Arabie Saoudite favorables à Moscou, notamment dans le domaine pétrolier, et ce rapprochement
incroyable par rapport à un passé pas si ancien de Riyad avec Moscou. Donc il n'y a plus de position absolue, d'alliance absolue. Et regardez la Turquie avec la Russie, et regardez le Pakistan avec la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième élément de réponse à votre question, c'est que le rapprochement Téhéran-Moscou est un rapprochement très conjoncturel et très politique. L'Iran est entre les mains de la faction la plus conservatrice, la plus réactionnaire et la plus autoritaire possible à l'intérieur du régime de la République islamique. Rien à voir, par exemple, parce que pouvait être un homme comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui avait conclu l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire. Et dans le cadre de ce rapprochement, l'alliance avec Moscou est en même temps symbolique et protectrice de ces ultra-conservateurs. Mais au-delà de cela, la politique nucléaire de l'Iran, elle est, je dirais, de la contre-dissuasion. C'est-à-dire, si vous êtes gentil avec moi, je fais et je passe des accords. Si vous êtes méchant, je vais me lancer dans un programme nucléaire militaire, sans le dire. Et c'est ça le message subliminal. Et encore un sujet, comme vous le dites, sur lequel il faudra actualiser nos logiciels, puisqu'on a bien compris ce matin, le monde des relations internationales est un monde en mouvement. Merci beaucoup Bertrand Badi de nous avoir éclairé sur ce plateau.